Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 18 décembre. Poursuite des agressions de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, frappée par une vague de froid ayant causé la mort d'un nourrisson à Khan Younes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune procède à l'inauguration de la 33e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, doté désormais d'un nouveau pavillon d'exposition baptisé Pavillon de la Palestine. Les principales villes du Soudan, dont Khartoum et Port-Soudan, plongées dans le noir après des frappes de drones ayant visé une importante centrale électrique attribuée aux forces de soutien rapide. En Belgique, affrontement devant le Parlement européen à Bruxelles entre la police et des agriculteurs en colère protestant contre la conclusion d'un accord commercial entre l'Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur. Bonsoir à tous. Les agressions de l'entité sioniste continuent dans la bande de Gaza. Les corps d'un martyr ainsi que 13 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 395 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1088 autres ont été blessés, tandis que les corps de 634 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 70 669 martyrs et 171 165 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et je vous en parlais en titre, un bébé palestinien d'1 mois est décédé ce jeudi à cause du froid intense qui sévit au sud de la bande de Gaza. Le nourrisson Saïd Abdin, âgé d'1 mois, est décédé à Mawassi, dans la ville de Khan Younes. Le nombre de personnes décédées admises dans les hôpitaux à la suite de la tempête et du froid intense dans l'enclave palestinienne est passé à 13. Ces chiffres reflètent la gravité de la situation humanitaire, en particulier pour les enfants et les personnes déplacés vivant dans des abris de fortune, mal équipés pour résister au froid. Et le dirigeant du mouvement de résistance palestinien Hamas, Razi Hamad, a affirmé ce jeudi que l'entité sioniste avait commis des violations avérées et répétées à Gaza au cours des dernières 24 heures, l'accusant de violer l'accord de cessez-le-feu et de ne pas respecter ses clauses. Le responsable du Hamas a aussi précisé que ces violations comprenaient des pratiques à la fois sur le terrain et sur le plan politique, reflétant un manque de sérieux dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, les agences humanitaires opérant en Palestine occupée ont appelé l'entité sioniste à lever les nouvelles restrictions qui bloquent l'accès à la bande de Gaza et forcent les organisations caritatives internationales à cesser leurs activités, mettant en grand danger d'effondrement des opérations d'assistance. Neilaït Hamouda. Des convois entiers chargés de nourriture, de médicaments et de matériel d'abri restent à l'arrêt. Empêchés d'entrer dans la bande de Gaza, ce blocage est physique mais aussi bureaucratique. Depuis le début de l'année, l'entité sioniste impose aux ONG un nouveau système d'enregistrement, un labyrinthe administratif jugé vague, politisé et impossible à suivre par les humanitaires. Sans ce sésame, des dizaines d'organisations seront radiées fin décembre et contraintes de cesser leurs activités. Or, ces ONG soutiennent directement près d'un tiers de structures de santé de Gaza. Leur fermeture signifierait la privation des soins pour des dizaines de milliers de patients. L'ONU alerte, sans les ONG, la réponse humanitaire ne peut tout simplement pas se poursuivre. Une situation aggravée par les restrictions imposées à l'UNRWA, elle-même paralysée. La situation est catastrophique. Je ne peux pas retourner au camp de réfugiés de Jabalia. Il n'y a ni eau ni nourriture. Je ne sais même plus où est ma maison. À Nusayrat, dans le centre de Gaza,
des dizaines de déplacés se rassemblent autour de l'une des 2 dernières cantines caritatives encore en activité. Il n'y a pas de vie. Où est la vie? Je préfère la mort à cette vie. Les pénuries et l'explosion des prix asphyxient les 2 millions d'habitants de l'enclave. Depuis octobre, le prix d'une bombe de gaz est multiplié par 18. Il y a de la nourriture et de la viande, mais personne n'a d'argent. Comment allons-nous vivre? Face à cette urgence, les humanitaires appellent la communauté internationale à faire pression pour lever les restrictions à Gaza, où la survie de centaines de milliers de personnes ne tient plus qu'à un fil. L'entité sioniste a ordonné la démolition de plusieurs habitations dans le camp de Nour Shems en Cisjordanie occupée, une zone contrôlée en grande partie par les forces de l'occupation depuis le début de l'année, et ce malgré les multiples condamnations internationales de telles pratiques. L'aviation de l'entité sioniste a mené ce jeudi encore une série de raids ciblant plusieurs zones dans le sud et l'est du Liban. Les frappes ont visé les hauteurs de Djbour ainsi que Qatrane, Reina, ainsi que la vallée de Qsair à Der Sarian et les environs de la localité de Taïba dans le sud du pays. D'autres bombardements ont également touché les hauteurs de Boudaï et la région de Hermel dans la Bekaa à l'est. En Syrie, des forces de l'entité sioniste ont fait des incursions dans plusieurs zones de la province sud de Quneitra et enlevé une personne dans la région d'El Hayran au sud de Quneitra. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé cet après-midi au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger à l'inauguration de la 33e édition de la foire de la production algérienne, placée sous le slogan « L'Algérie construit son avenir ». Cette édition connaît la participation de plus de 600 entreprises. Et toujours au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé à l'inauguration du nouveau pavillon d'exposition baptisé Pavillon de la Palestine. À cette occasion, le président algérien a écouté des explications exhaustives sur le nouveau pavillon présenté par le directeur général de la Société algérienne des foires et expositions, SAFEX, Karim Boukradoum. Il a également suivi un exposé présenté par le ministre du Commerce, la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national Amel Abdeltaïf sur la répartition du tissu économique, le bilan des opérations, ou plutôt des opérateurs économiques dans le secteur de la production de biens et de services et la participation des entreprises économiques algériennes. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien Sefir Riyeb a présidé ce jeudi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue arabe dans sa première édition, coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. À cette occasion, plusieurs chercheurs et créateurs ont été primés en reconnaissance de leurs efforts et contributions remarquables. C'est la première fois que je participe à ce prix avec un travail individuel portant sur la traduction de termes et de définition des satellites géostationnaires de l'anglais vers l'arabe, puis vers le français.
Je suis évidemment très heureuse de cette consécration, d'autant plus qu'elle s'est faite sous l'égide de son Excellence le président de la République Abdelmajid Tebboune, ainsi que sous la supervision du Haut Conseil de la langue arabe. Une distinction pareille mérite d'être portée comme une couronne. J'espère que ce genre d'initiative et de prix se poursuivra pour encourager et motiver les créateurs, où qu'ils soient. Coopération algéro-tchadienne, le ministre d'État algérien, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, et la ministre tchadienne du pétrole, des mines et de la géologie, Ndolé Nodji Alixé Naïmbaye, ont signé ce jeudi à Alger un procès-verbal de discussion couronnant le programme de la visite de travail de la ministre tchadienne en Algérie et visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Réunis autour de la vision Algérie 2030, responsables politiques, experts et acteurs économiques se sont retrouvés hier soir à l'Opéra d'Alger pour débattre des grandes orientations du pays à l'horizon de la prochaine décennie. Un événement stratégique qui met en lumière les priorités nationales, les réformes engagées et les leviers de développement appelés à façonner l'Algérie de demain. Iman Merad. Algérie 2030 revient pour une 3e édition. Un événement économique qui a réuni responsables institutionnels, opérateurs économiques, experts et start-up autour de plusieurs thématiques. L'innovation comme moteur de croissance, l'employabilité et la valorisation des compétences. La santé comme pilier du développement humain ainsi que les infrastructures, socle de la transformation économique. Ce soir, nous sommes ici présents pour la 3e édition de la conférence économique Algérie 2030, dont l'objectif était de parler, de débattre des grands enjeux contemporains de l'économie mondiale et de leur impact sur l'Algérie à l'horizon de 2030 et voire même au-delà. L'idée, c'était de créer des passerelles entre ces deux secteurs pour réfléchir ensemble justement aux opportunités qui vont s'offrir à l'Algérie. Objectif affiché, transformer la vision 2030 en projet concret, capable de créer de la valeur et de l'emploi en affirmant une volonté claire. L'économie, l'innovation et la culture au cœur d'un même événement. On a parlé de l'employabilité des managers principalement et de l'obligation en fait, de la nécessité pour les managers de se concentrer sur leur employabilité immédiate en fait, à savoir pour voir est-ce qu'ils sont bien formés pour être des managers et non plus se contenter d'avoir le titre de manager et de la nécessité de se former pour bien jouer ce rôle de manager. C'était vraiment très très productif avec plusieurs thèmes aussi. On a parlé de la 5G, on a parlé de l'IA, on a parlé des problématiques de santé aussi. Autre point fort de cette 3e édition, une scénographie moderne et immersive, pensée pour valoriser les débats et porter visuellement le message d'une Algérie tournée vers le futur. J'ai participé aujourd'hui au premier panel de la soirée qui était consacré à 3 thématiques importantes, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la 5G, la technologie 5G. Les échanges étaient intéressants par rapport à l'apport de l'intelligence, en ce qui me concerne, l'apport de l'intelligence artificielle, les investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est nécessaire pour l'Algérie, qu'est-ce qu'il faut faire. Cette 3e édition s'affirme comme un rendez-vous stratégique au service de la vision de développement à l'horizon de 2030. Et dans l'actualité aussi, le roi Charles III a reçu hier Samir Zitouni, l'Algérien qui a risqué sa vie pour sauver des passagers dans un train en Grande-Bretagne lors d'une agression au couteau en novembre dernier. Samir Zitouni, qui travaille comme agent de sécurité dans le train, ainsi que le conducteur Andrew Johnson, ont été reçus lors d'une réception organisée en leur honneur et en reconnaissance par les plus hautes autorités britanniques de leur bravoure face à l'assaillant qui avait tenté d'agresser des passagers du train en question dans la région de Cambridgeshire le 1er novembre dernier.
Dans l'actualité également, l'Algérie a appelé depuis New York à la réforme du dispositif onusien de lutte contre le terrorisme, formulant des recommandations pour l'avenir de ce dispositif. Lors de la présentation devant le Conseil de sécurité du bilan de la présidence algérienne de 3 organes subsidiaires du Conseil, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie avait conduit l'adoption unanime des principes directeurs de l'Algérie sur la prévention du financement du terrorisme par les nouvelles technologies. Permettez-moi tout d'abord de mettre en lumière une question procédurale qui a grandement affecté l'efficacité de l'ensemble des commissions. Les nominations à la présidence pour l'année 2025 qui n'ont eu lieu que le 26 mai de cette année ont eu des répercussions opérationnelles évidentes. Ce retard a affaibli la capacité de planification stratégique et la communication anticipée avec les États membres, tout en entravant bien sûr la mise en œuvre de plusieurs décisions adoptées. De plus, nous avons été confrontés à des difficultés dans la hiérarchisation des priorités en raison des contraintes de temps strictes, sans oublier les chevauchements dans la programmation des rendez-vous entre les sessions et les activités du Conseil. L'Algérie a profité de son action récente au Conseil de sécurité des Nations Unies donc pour relancer le débat sur la réforme du dispositif onusien de lutte contre le terrorisme à travers les interventions de son représentant permanent. La diplomatie algérienne défend une vision fondée sur la souveraineté des États, le développement et des solutions adaptées aux réalités locales. Tini Hilal Makassi. À travers son action récente au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie ne cherche pas à engranger des résultats symboliques, mais à réformer les Nations Unies, ou du moins ses organes principaux, et au même titre d'ailleurs l'ordre sécuritaire international. Faut-il rappeler que l'ordre international tel qu'il est conçu et imposé à l'Afrique et au Sud global est désormais caduque? Une réalité que rappelle pas plus loin que mercredi le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, qui présentait devant le Conseil de sécurité le bilan de la présidence algérienne de 3 organes subsidiaires du Conseil de sécurité, appelant à la réforme du dispositif onusien de la lutte contre le terrorisme. Alger défend une relecture stratégique du système dominé par les puissances qui prétendent stabiliser le continent tout en perpétuant des mécanismes de dépendance sécuritaire. Le postulat de l'Algérie est clair. Les réponses sécuritaires imposées, standardisées, déconnectées des réalités africaines ont non seulement échoué, mais ont souvent aggravé l'instabilité qu'elles prétendaient combattre. Alors que l'Afrique est devenue l'épicentre mondial du terrorisme, l'Algérie dénonce un déséquilibre structurel volontaire du dispositif onusien. Les régions les plus touchées restent les moins écoutées, les moins visitées et les moins financées. Cette situation illustre le double standard d'un système international où les priorités sécuritaires sont dictées par les intérêts géopolitiques des grandes puissances et non par l'urgence humaine sur le terrain. La position algérienne s'inscrit ainsi dans la dynamique du Sud global, qui réclame une justice internationale réelle et non conditionnelle. Face à cette approche militarisée et interventionniste largement promue en Afrique, la diplomatie algérienne défend une conception antagoniste de la sécurité, liant lutte contre le terrorisme, développement, souveraineté et stabilité institutionnelle. La non-ingérence, le rejet des changements de régime induits et le règlement politique des conflits ne relèvent pas du simple discours moral, mais d'un choix stratégique fondé sur l'expérience historique des échecs occidentaux. Une vision qui d'ailleurs se concrétise avec le processus d'Oran, incarnant cette contre-doctrine africaine. Coopération horizontale, refus de la tutelle sécuritaire internationale ou étrangère et affirmation du principe selon lequel aux problèmes africains des solutions afro-africaines. En effet, l'Algérie défend l'idée que les crises africaines ne peuvent être traitées sans jamais en traiter les causes profondes. En s'imposant comme une voix constante du Sud global, Alger porte un message dérangeant dans l'ordre international actuel. L'Afrique n'est pas un terrain d'opération, mais un sujet souverain de sa propre sécurité et de sa propre paix. Dans l'actualité également, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni sous la présidence de la Côte d'Ivoire
pour examiner la situation au Soudan à la lumière des développements politiques, sécuritaires et humanitaires que connaît ce pays. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les moyens de parvenir à des solutions concrètes qui permettent de garantir la stabilité du Soudan et de surmonter la grave crise humanitaire que traverse le peuple soudanais, notamment dans la ville d'El-Fasher au Darfour Nord. Et je vous le disais en titre, les principales villes du Soudan, dont Khartoum et Port-Soudan, étaient plongées dans le noir durant la nuit d'hier, après des frappes de drones ayant visé une importante centrale électrique dans le sud du pays et attribuée aux forces de soutien rapide. Et alors que les violences font rage au Soudan, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a fait état de plus de 1000 civils tués en avril dans le camp de déplacés de Zemzem, dans le Darfour Nord, lors d'une attaque menée par les forces de soutien rapide, rappelant l'urgence d'agir rapidement pour mettre fin à ce cycle d'atrocités et de violences. Asma Laïdé revient. La situation au Soudan ne cesse de se détériorer avec un conflit entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Un conflit qui a déclenché la pire crise humanitaire dans le monde. Dans un rapport publié ce jeudi à Genève, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Volker Turk, fait état de massacres, viols, actes de torture et enlèvements perpétrés lors de cette offensive menée contre le camp de Zamzam du 11 au 13 avril 2025 par les FSR, affirmant qu'au moins 1013 civils ont été tués dans l'attaque, rappelant qu'environ 4000 civils avaient fui le camp après l'offensive. Notre rapport détaille les meurtres, viols, tortures et autres violations commises lors de l'offensive de 3 jours contre le camp de déplacés de Zamzam par les forces de soutien rapide en avril 2025. Plus de 1000 civils ont été tués, dont 319 exécutés sommairement, certains chez eux, d'autres dans le marché principal, dans des écoles, des établissements de santé et des mosquées. Toujours selon le rapport, au moins 104 personnes ont aussi subi d'atroces violences, notamment des viols, tant pendant l'attaque du camp que sur les voies de fuite entre le 11 avril et le 20 mai 2025. Au moins 104 personnes, dont 75 femmes, 26 filles et 3 garçons, la plupart issus du groupe ethnique Zarawa, ont été victimes de violences sexuelles atroces, y compris des viols collectifs et de l'esclavage sexuel. La violence sexuelle semble avoir été délibérément utilisée pour semer la terreur dans la communauté. L'organisation onusienne qualifie ces actes de violation grave et systématique du droit international humanitaire et d'atteinte flagrante aux droits de l'homme. Un tel meurtre délibéré de civils ou de personnes hors combat peut constituer un crime de guerre. Il doit y avoir une enquête impartiale, approfondie et efficace sur l'attaque contre le camp de Zamzam, et les responsables de ces graves violations du droit international doivent être punis. Ce rapport rappelle une fois de plus l'urgence d'agir rapidement pour mettre fin à ce cycle d'atrocités et de violence et pour garantir que les responsables rendent des comptes et que les victimes obtiennent réparation, a déclaré le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Volker Turk. Dans l'actualité aussi, dans une adresse à la Nation qui a duré 18 minutes, le locataire de la Maison-Blanche a défendu le bilan des 11 premiers mois de son second mandat. Son discours a été l'occasion d'annoncer qu'il maintiendrait le cap en matière de politique migratoire et économique et de se féliciter sur des droits de douane à moins d'un an des élections législatives de mi-mandat. Et je vous en parlais en titre. En Belgique, la police et des agriculteurs qui manifestaient se sont affrontés devant un bâtiment du Parlement européen sur la place du Luxembourg à Bruxelles. Les manifestants protestant contre la conclusion d'un projet d'accord commercial
entre l'Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur, craignant que cet accord ne les mette en difficulté face à l'afflux de produits en provenance du géant agricole brésilien et de ses voisins. Safouane Ben Sabri. La colère gronde au sein des agriculteurs européens. Ils sont des milliers à s'être réunis à Bruxelles, aux abords du Parlement européen, pour protester contre la réforme de la politique agricole commune européenne. Ils s'opposent aussi à l'accord du libre-échange avec le Mercosur. Les échauffourées étaient à la hauteur du désarroi des agriculteurs qui ont fait du chemin pour converger vers Bruxelles. Ils étaient environ 10 000 cet après-midi, venus des 27 pays de l'Union européenne. Venus en tracteur, ils ont bloqué des rues entières de la capitale belge. L'accord avec le Mercosur, négocié il y a plus de 25 ans, supprime la plupart des droits de douane entre les deux blocs, et ce, pour une durée de 15 ans, et couvre un marché de 780 millions de personnes. En échange de droits de douane abolis sur les produits agricoles, l'Union européenne souhaite tirer profit du marché sud-américain pour l'exportation de produits technologiques, pharmaceutiques ou encore liés au secteur de l'automobile. Pour les agriculteurs, c'est le sacrifice d'un secteur au profit des autres. Dans les hautes sphères européennes, le deal n'est pas encore bouclé, c'est la mobilisation de la dernière chance. Ursula von der Leyen souhaiterait conclure l'accord, mais des pays comme la France ou l'Italie s'y opposent. L'Allemagne, moteur économique européen, ainsi que les pays nordiques. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.